Ah, vous êtes là. Approchez, approchez. Je suis le comte Graf. Écoutez, écoutez la musique des enfants de l'imagination. Les comics, c'est la vie. Il faut que vous achetiez des comics. Tout de suite. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, donc il vaut mieux que je fasse quand même une vidéo. Halloween, c'est passé, mais pour ceux qui voudraient rester dans l'esprit de cette fête, je vais vous parler aujourd'hui de 2 titres à tendance horrifique, 2 mini-séries sorties sous le label Universal Monsters. Et pour cet univers de comics, il faut qu'on parle un petit peu de cinéma. Parce que les Universal Monsters viennent en fait de films produits par la Universal entre 1923 et 1956, avec des premières adaptations notamment de 2 auteurs français, Victor Hugo, Gaston Leroux, avec Le Bossu de Notre-Dame et Le Fantôme de l'Opéra. 2 films avec Lon Chaney, qu'on surnommait à l'époque l'homme aux 1000 visages. Mais pour lancer la série de comics, il fallait vraiment frapper fort avec un des personnages les plus célèbres de la culture populaire, j'ai nommé le vampire Dracula. Bon, faut-il encore présenter Dracula? Bon, comme on est ici pour faire un petit peu d'histoire à chaque fois, je peux quand même rappeler qu'il s'agit d'un personnage créé par Bram Stoker, un Irlandais, en 1897 dans un roman qui a eu un succès retentissant, qui s'inspirait à la fois de légendes d'Europe de l'Est et de la psychanalyse, qui était une nouvelle science de l'époque. Suite à ce succès, il y a une première adaptation avec d'autres noms pour les personnages, qui a été le fameux Nosferatu de Murnau en 1922. Et la première adaptation officielle a été en fait le film de Todd Browning en 1931, un film pour lequel s'est longtemps posé la question de qui allait jouer Dracula. Le choix s'était porté dans un premier temps sur Conrad Veidt, un acteur allemand à succès dans les années 20 qui avait marqué tout l'imaginaire du public avec le film L'homme qui rit. Mais le problème avec cet acteur allemand, c'est qu'il trouvait que il avait un accent trop prononcé pour les films sonores, il était retourné en Allemagne. Deuxième choix, ça a été le fameux homme aux 1000 visages, Lon Chaney, qui avait déjà tourné avec Todd Browning, mais le problème c'est que Lon Chaney est mort à 47 ans prématurément d'un cancer des bronches. Et donc, le choix s'est finalement porté sur Bela Lugosi, qui jouait d'ailleurs à l'époque déjà Dracula sur les planches puisqu'il y avait une adaptation en pièces du livre. Bela Lugosi, lui, n'avait aucun problème avec son accent hongrois. I am Dracula. Bela Lugosi marque dans son rôle, notamment avec son élégance aristocratique qui restera un des éléments incontournables de toutes les interprétations de Dracula au cinéma. Et puis il fait très bien ce regard très intense de Dracula lors de scènes d'hypnose, mais je trouve que finalement dans le film c'est surtout Dwight Frye qui joue Renfield qui lui vole la vedette. La bonne idée du scénario du film de Todd Browning est d'avoir remplacé Jonathan Harker par Renfield qui va se rendre au château de Dracula pour lui vendre une propriété. Ainsi, on comprend comment Renfield est devenu le serviteur de Dracula, tout simplement. Là où dans le roman d'origine, ce n'était jamais expliqué, il était sous l'emprise de ce monstre de Dracula, mais on n'en connaissait jamais l'origine. Avec l'immense succès du film de Todd Browning en 1931, puisque pour un budget de 350 000 $, le film avait fait 1 million de recettes, soit le plus grand succès de Universal cette année-là, eh bien, il y a eu de nombreuses adaptations, de nombreuses itérations de Dracula au cinéma, et même aussi en comics, avec notamment une série Tomb of Dracula, sortie par Marvel de 1972 à 1979, soit 70 épisodes, tous dessinés par la légende du comics Gene Colan, qui avait été révélé auparavant par un passage remarqué sur Daredevil de 1966 à 1973. Et pour cette série Dracula que j'ai ici en version originale, avec les 4 numéros, eh bien ils vont choisir une équipe de rêve, celle de James Tynion Ford et Martin Simmons, une équipe déjà à l'œuvre sur une autre série, Department of Truth. Hi, I'm James Tynion IV, writer of World Tree, The Department of Truth, and Something is Killing the Children. James Tynion Ford est un scénariste majeur des comics contemporains qui a commencé chez DC Comics sur de nombreux titres Batman avant de créer ses propres séries indépendantes, Something is Killing the Children
ou The Nice House on the Lake. The Nice House on the Lake ayant été distingué au dernier festival d'Angoulême en recevant le Fauve de la meilleure nouvelle série. Il a reçu 3 fois l'Eisner Award, donc équivalent des Oscars pour les comics, en 2021, 2022 et 2023 pour son travail global de scénariste dans l'industrie du comics. James Tynion Ford et Martin Simmons ont envisagé leur travail sur Dracula comme une pause créative par rapport à leur série phare Department of Truth, de façon à recharger un petit peu les batteries et les idées. Lorsque l'éditeur d'Image Comics approche James Tynion Ford pour lancer le premier titre des Universal Monsters, le choix de James Tynion Ford se fait assez vite sur Dracula, un personnage qui l'a fasciné depuis son enfance, qu'il a découvert la première fois au cinéma dans le film Dracula mort et heureux de l'être, une comédie parodique de Mel Brooks, mais dont il disait qu'il connaissait déjà l'histoire avant, mais il ne savait plus d'où. Et avec ce choix de Dracula, James Tynion Ford a tout de suite pensé à Martin Simmons, son compère de Department of Truth, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Martin Simmons, qui prend en charge tout l'aspect graphique, que ce soit les dessins, les couleurs et l'ancrage, a fait un travail assez éblouissant sur ce titre. Ici quelques pages du comics, alors dont cette magnifique splash page, là pour le coup en double page. Vous voyez l'effort de composition et cette ambiance visuelle fait beaucoup dans la réussite de ce Dracula. Même si la qualité majeure de ce titre est l'ambiance, l'atmosphère, comme dans la plupart des titres écrits par James Tynion Ford, eh bien il y a quand même un point de vue intéressant. James Tynion Ford fait le choix de raconter cette histoire à travers le regard de Renfield et du Dr Seward, qui le traite à l'hôpital psychiatrique. Pour le Dr Seward, il s'agit de l'acceptation de la nature fantastique de Dracula, dont doivent le convaincre Van Helsing et Jonathan Harker. Et du côté de Renfield, c'est encore plus intéressant puisque finalement le personnage de Renfield est un petit peu un alter ego de James Tynion Ford. Son côté soumis au comte Dracula est finalement quelque chose qui reflète la fascination que peut avoir James Tynion Ford pour le personnage, fascination qu'il arrive à transmettre à nous lecteurs. Bon, petit avertissement quand même avant de vous lancer dans ce comics, il est quand même préférable d'avoir le film de Todd Browning en tête, puisqu'on a un petit peu un comics qui équivaut à des scènes coupées du film. Par exemple, la série ne commence en fait qu'à l'arrivée à Londres de Dracula, après le massacre du Déméter bien connu, traversée où on retrouve tous les cadavres de l'équipage du bateau, et ce qui s'est passé avant reste assez allusif. Personnellement, j'avais fait une première lecture de la mini-série à sa sortie sans avoir revu le film, et depuis j'ai revu le film et j'ai relu la mini-série, et l'expérience en est d'autant plus satisfaisante. Au final, je vous recommande fortement l'achat de ce Dracula de James Tynion Ford et Martin Simmons, publié chez Urban Comics en français, et ce d'autant plus que l'édition grand format permettra de mettre encore plus en valeur les dessins de Martin Simmons, tout simplement sublimes. Voilà, encore une fois, de page à page, je vous en montre quelques-unes. Vraiment une œuvre d'art que vous devez d'avoir dans votre bibliothèque. On n'a pas eu à attendre très longtemps pour la suite de ces Universal Monsters aux États-Unis, puisque quelques semaines après le dernier numéro de Dracula, sortait déjà la nouvelle mini-série Creature from the Black Lagoon Lives. Et vous reconnaissez peut-être ce monstre, il s'agit en français de l'étrange créature du lac noir. Oui, parce que en français, le lagon est devenu le lac, et il a fallu quand même préciser que la créature était étrange. Elle a l'air tout à fait normale sur cette image. Mais assez de critiques faciles sur la traduction de titres en français pour le moment. Plongeons-nous plutôt dans les profondeurs de l'histoire de cette créature. Contrairement à Dracula, la créature n'est pas issue d'une adaptation littéraire, mais a été créée pour le cinéma. Il s'agit d'une idée du producteur William Halland, qui lui est venue alors qu'il était encore acteur au début des années 40, sur des petits films qui n'ont pas tellement marqué l'histoire du cinéma, comme Citizen Kane d'Orson Welles. Find out about Rosebud. À l'époque, Halland apprend l'existence d'un mythe mexicain de créatures ancestrales, mi-homme, mi-poisson, qui habiteraient l'Amazone, dans les profondeurs de l'Amazone, les Yakuruna. Au début des années 50, il écrit quelques notes d'une histoire intitulée Le monstre des mers, qui s'influence de La Belle et la Bête. Le tournage de The Creature from the Black Lagoon est lancé en 1954, avec Jack Arnold à la réalisation, qui signera plus tard L'homme qui rétrécit. Et chose assez remarquable, à l'époque, le film utilise un nouveau procédé technologique à la mode, la 3D. Alors, sortez vos lunettes.
En lien avec ce dispositif technologique, le film est revenu sur le devant de la scène en France en 1982 lors de sa diffusion à la dernière séance d'Eddie Mitchell en 3D. Et il fallait acheter ses lunettes 3D chez le marchand de journaux. Voilà. Ah, très bien. Il va très bien. Bah, faut un gros nez et tout fonctionne bien, quoi. Bon, maintenant voici le seul élément sérieux du trio, Bertrand Tavernier. Qui me fit tourner à tâtons dans Coup de torchon. C'est normal, c'est un film noir. C'est navrant. Bon, ça va être une émission navrante. J'en ai bien peur. Sans avoir la postérité de Dracula, cette créature du lagon noir a tout de même marqué les esprits, notamment grâce à des scènes tournées sous l'eau, de toute beauté, avec une immersion certainement renforcée par la 3D. Le film aura deux suites, sorties en 1955 et 1956, avec La Revanche de la créature en 1955, toujours réalisé par Jack Arnold, et avec un petit débutant en figurant, Clint Eastwood. Et surtout, le film impressionnera le tout jeune Guillermo del Toro, qui pendant longtemps voudra tourner un remake avec une fin heureuse pour l'histoire d'amour entre la créature et l'héroïne, un projet qui deviendra son formidable La Forme de l'eau. Et on retrouve ce même point de vue positif, cette même empathie pour le monstre dans la mini-série Creatures from the Black Lagoon Lives, une mini-série écrite à quatre mains par Ram V et Dan Waters. Ram V a l'habitude du fantastique, donc il s'imposait comme un choix logique pour prendre la suite de ses Universal Monsters. Il a écrit notamment This Savage Shores, une histoire de vampire qu'il a révélée, avant d'arriver chez DC Comics et chez DC Comics de s'atteler à l'écriture de Swamp Thing, un autre personnage donc fantastique, et il s'est vu confier l'écriture d'un des personnages phares de DC Comics, Batman, dans un cycle Batman Nocturne, un run qui en est à son 4e tome en VF qui est fini en version originale et que je vous recommande, un run très solide. Et à l'occasion de ce travail sur Detective Comics, il a pu collaborer étroitement avec Dan Waters qui prenait en charge l'écriture des backups. Les backups, ce sont des petites histoires qui viennent compléter le récit principal dans chaque numéro. Moins connu que Ram V, Dan Waters commence à se faire un nom dans l'industrie du comics, notamment avec des mini-séries comme Destro, une très bonne mini-série dont je vous parlais dans l'épisode sur G.I. Joe. Et puis il vient de reprendre le scénario de Nightwing, un des titres centraux de la Bat Family, sur l'ancien Robin Dick Grayson, devenu depuis Nightwing. Et au dessin, on trouve Matthew Roberts, qui s'est fait connaître notamment grâce à son travail sur les Contes de la Crypte, donc un choix tout à fait logique de le prendre sur une autre série fantastique à tendance horrifique. Associé au coloriste Dave Stewart, l'équipe de scénaristes et le dessinateur imaginent une suite possible au film d'origine de 1954. On est donc dans une démarche bien différente du Dracula, qui a l'air d'avoir été assez clivante pour les lecteurs fans de la créature. En ce qui me concerne, j'ai été assez séduit par ce récit. Ce qui rend la créature fascinante pour Ram V et Dan Waters, c'est le mystère qui entoure ses origines. Ils ne cherchent pas à percer ce mystère ici, dans leur série, non, ils s'intéressent plutôt aux relations entre les humains et cette créature, et la façon dont celle-ci va devenir peut-être le reflet de leurs angoisses, de leurs peurs ou de leurs désirs. La créature se retrouve un peu à l'arrière-plan de ce qui va être au final plutôt un polar, avec tueur en série et narcotrafiquant. Le récit est raconté du point de vue de Kate, une journaliste qui est rescapée d'une noyade, qui va partir au Pérou à la recherche de celui qui a manqué de la tuer, un tueur en série qui a déjà fait plusieurs victimes. On a une étude psychologique assez fine et assez complexe du personnage de Kate qui va amener Ram V et Dan Waters à nous offrir une réflexion sur la violence et la vengeance, d'autant plus que la route de Kate va rencontrer celle d'un personnage issu du film de 1954 qui avait croisé la créature et qui avait été défiguré par la créature et qui est depuis devenu obsédé par cette créature par le fait de l'éliminer. Le travail de Matthew Roberts sur la série est plus classique que celui de Martin Simmons, mais n'en reste pas moins efficace, mettant bien en avant par exemple l'ambiance étouffante de la jungle péruvienne dans certaines cases. Chaque apparition de la créature est mise en valeur avec des scènes assez oniriques, des passages fantastiques, avec une impression de rentrer dans la psyché des personnages et d'avoir une créature qui révèle les parts les plus sombres de leur caractère. Au final, si j'ai un petit reproche à faire à cette mini-série malgré tout, c'est qu'elle ne soit qu'en 4 numéros et que le dernier numéro paraisse un petit peu expédié, là où un 5e numéro aurait permis vraiment d'avoir toute l'ampleur nécessaire pour un final satisfaisant. Est-ce que je conseille l'achat de cette créature du lagon noir ?
moins que celui de Dracula qui est pour moi un indispensable, mais malgré tout l'expérience de lecture était très plaisante et je vous en recommande au moins la lecture. La lecture de cette mini-série m'a rendu d'ailleurs plus curieux sur un autre projet de Ramvé et Dan Watters, deux mini-séries qui racontent un seul récit avec un numéro écrit par Ramvé et un numéro écrit par Dan Watters en alternance. The One Hand d'un côté et The Six Fingers de l'autre, avec d'un côté un titre qui suit un enquêteur et de l'autre un présumé coupable des meurtres sur lesquels il enquête. Une double mini-série polar de science-fiction qui sera publiée l'année prochaine à partir du mois de janvier sur un rythme mensuel par Urban Comics avec à chaque fois un numéro de The One Hand et un numéro de Six Fingers, donc 72 pages tous les mois. Et en ce qui concerne les Universal Monsters, la suite c'est une mini-série Frankenstein qui en est à son dernier numéro aux États-Unis. J'ai juste lu les deux premiers, mais pour l'instant c'est pas mal du tout. Par la suite, on espère peut-être voir une mini-série sur l'homme invisible ou bien sur le loup-garou. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'aller jeter des coups d'œil à des comics qui ne se limitent décidément pas au genre de super-héros. On y viendra peut-être à un moment, mais pas tout de suite. Et pour la prochaine vidéo, nous irons voir un titre de saison. Non. Ben non, ça marche pas. Hein. Ça doit pas être les bonnes lunettes.